Bonjour à tous. Événement assez exceptionnel aujourd'hui. On va discuter avec Myriam Boudi. Myriam, tu peux te présenter un petit peu? Bonjour à tous, donc Myriam Boudi, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis RFE addict. La réforme de la facture électronique. Donc, tu interviens chez Partena, tu es Madame Facture électronique chez eux. Et moi, je suis le fondateur de Strato et je saoule tout le monde avec la facture électronique depuis trop longtemps maintenant. Mais de report en report, je vais continuer à saouler les gens avec les détails de cette ambitieuse réforme fiscale. Aujourd'hui, on voulait discuter ensemble de deux choses particulières de la réforme qui sont l'archivage et la piste d'audit fiable dans le cadre de la réforme et puis même au-delà. Est-ce que tu peux, par exemple, Myriam, nous rappeler en fait d'où ça vient la piste d'audit fiable en fait? C'est pas né de la réforme. Non, pas du tout. Moi, une de mes premières expériences, c'était à peu près une quinzaine d'années. J'avais travaillé sur de la démat fiscale, donc auprès d'un groupe industriel pharmaceutique, et on mettait en place de la démat fiscale. À cette époque-là, c'était l'original, c'était le papier. On bataillait pour pouvoir générer des factures électroniques. Donc c'était vraiment très compliqué. Et à partir de 2013, la loi a changé et elle a instauré le fait que la facture électronique, donc un PDF, parce que toutes les entreprises ont commencé à envoyer des PDF, valait pour original, par exemple. Et donc, c'est à ce moment-là que la piste d'audit fiable a été intégrée. Mais avant ça, dans les groupes industriels et les grands groupes du CAC 40, on mettait déjà en place des pistes d'audit fiables parce que c'était imposé par les commissaires aux comptes, par exemple, et la bourse. Donc, Donc voilà. on peut le dire, en fait, qu'est-ce que c'est la définition de la piste d'audit fiable? En fait, c'est tous les moyens qui sont mis à la disposition d'un contrôleur interne ou externe pour retracer la véracité d'une transaction économique, c'est-à-dire son existence depuis l'entrée en relation clientèle avec un fournisseur, les devis, les contrats, les bons de commande, la facture, la validation de la facture, le paiement de celle-ci. C'est tout ce qui peut permettre de comprendre pourquoi l'entreprise a payé quelqu'un, un fournisseur, qui lui a livré des services ou des biens. Et donc, du coup, est-ce que c'est facile à résumer? Bah, pas vraiment, parce que une partie de l'information est dans le RP, une partie de l'information est sous forme matérielle ou immatérielle, et il y a des systèmes à forte traçabilité qui viennent à l'appui de l'ERP, intimement connectés à l'ERP, pour assurer une partie de ces outils de vérification, hein, de la vérification de la chronologie des événements. Et c'est donc, on peut résumer ça par le mot piste d'audit fiable. Euh, Là, ça revient sur le devant de la scène avec la réforme de la facture électronique, parce que je crois que c'est dans les specs externes, non? Alors, c'est au niveau de la loi tout court, donc c'est quelque chose qui arrive. Et surtout, on s'est posé la question parce qu'au niveau du POFIP, il a indiqué dans certains cas, quand la facture est certifiée et bien signée dans le bon niveau de certification et de signature auquel la démat fiscale, la piste d'audit fiable n'est pas automatique, n'est pas demandée. Par contre, encore une fois, pour l'avoir vu dans les grands groupes industriels, c'est pas demandé dans un certain cas de figure où les entreprises ont bien communiqué entre elles, se communiquent bien des bons de commande et où dans lesquels en fait les factures contiennent bien toutes les informations qui permettent de retracer la transaction. Et c'est dans ce cadre-là qui, à mon sens, ça permet de nous assurer que la piste d'audit fiable est correcte. Donc après, donc en dehors de ces cas-là, euh, il n'est pas envisageable pour moi de ne pas avoir de piste d'audit fiable. Donc, imaginons par exemple une entreprise qui a 90% de ses factures on peut les générer. Déjà, quand on les génère signées, il n'y a pas de souci. Mais quand on les reçoit, un fournisseur, on ne peut pas s'assurer que tous les fournisseurs nous envoient des factures certifiées. Donc, il est impératif qu'à ce moment-là, on mette en place une piste d'audit fiable qui permettrait et à la fois
de s'assurer qu'elle est bien signée, qu'il y a bien un bon de commande, que le signataire de la facture est bien correct. Et là, on en vient à ce que tu peux aussi proposer dans tes outils, et il y en a plein d'autres sur le marché, à savoir qui est l'initiateur de la commande, qui doit la valider, qui doit la signer, etc. Et c'est de là que vient la piste d'audit fiable. Et c'est important aussi pour les process de validation interne. Alors, je te remercie de faire le lien. En effet, moi, dans ma conviction profonde, pourquoi j'ai choisi de faire un système d'archivage électronique certifié NF461 pour la piste d'audit fiable, parce que j'ai vu dans l'opportunité technique et fonctionnelle du SAE opéré en SaaS, la capacité à la fois protéger l'intégrité des documents de facture, peu importe que ce soit des PDF ou des XML, comme on les aura dans la réforme de la facture électronique, mais aussi de protéger par l'horodatage la conformité de ces factures dans une timeline. Désolé pour les anglicismes, mais du coup, préserver la conformité de la facture dans le temps dans lequel elle est versée au système d'archivage, un système où on ne peut pas mentir sur la date de versement. Et donc, du coup, ça devient très intéressant parce que on a des flux qui sont très immatériels, qui seront totalement immatériels dans le cadre de la réforme de la facture électronique, et qui, de toute façon, ont besoin de prouver les timings, les temps dans lesquels sont faites les transactions. Et tu as raison, je reconnais ça aussi, il n'y a pas que la facture qui nécessite ça, c'est tous les types de transactions de l'entreprise qui sont sujets à documents peuvent nécessiter cet ancrage, ne serait-ce que pour le contrôle interne et pour le contrôle des auditeurs internes, des contrôleurs de gestion, voire des auditeurs externes, CAC ou autres, qui ont besoin d'avoir des certitudes quand ils doivent retracer ce qui s'est passé, le film de l'entreprise. Exactement. C'est vraiment cette piste d'audit, elle a été instaurée, je crois, au niveau de la loi sur les factures, parce qu'il y a eu une nécessité, mais en réalité, si on doit reprendre réellement le sens de la loi et le bon sens, ça doit être mis en place dans absolument tous les documents liés à l'entreprise, et pour protéger l'entreprise avant tout, pour protéger les collaborateurs. J'ai eu Ça m'arrive encore de temps en temps qu'on m'envoie des bons de commande à signer. Moi, je ne suis pas forcément signataire, je le signe. La dernière fois, j'ai entendu parler d'un collaborateur qui a signé. On peut signer plein de choses. Le mail, et aujourd'hui, quand on envoie un mail, on engage l'entreprise. C'est très, très important de faire un travail au niveau de l'entreprise, de sensibiliser les collaborateurs sur ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et c'est en mettant en place un projet d'archivage, en tout cas documentaire, que ça nous permet de comprendre, de mieux comprendre ce qui engage l'entreprise de ce qui ne l'engage pas. Donc, typiquement, un contrat, imaginons, on envoie un contrat et un client, il ne le signe pas correctement. On ne l'archive pas correctement, on n'est pas capable de tracer ce qui s'est passé sur cette transaction. On est en litige avec ce client-là pour une raison X, Y ou Z. On n'a pas ce document-là qui nous permet d'aller en justice. Et ça peut faire quoi derrière? Ça peut vraiment mettre en difficulté l'entreprise. C'est vraiment important de comprendre qu'on n'est pas juste au niveau de la facture, on est vraiment au niveau des enjeux de la pérennisation de l'entreprise dans ses relations commerciales. Oui, et encore une fois, d'avoir un bon niveau de conformité, d'avoir le bon niveau de sécurité sur ces documents, savoir se prémunir contre des effacements individuels ou en masse, des erreurs informatiques, voire des ransomware. En fait, la loi ne te dit pas que tu dois, pour la piste d'audit fiable, avoir un SAE, un système d'archivage électronique. La loi te dit il faut que tu puisses donner les outils de vérification de la chronologie, de la véracité d'une transaction économique. Donc du coup, d'ailleurs, DGFiP ne donne pas une liste exhaustive de ce qu'il faut mettre en place. Par contre, le contrôleur peut apprécier la disponibilité des pièces prouvant la transaction. Donc,
En fait, chacun fait les décisions qu'il veut pour protéger son entreprise. Moi, je pense que les systèmes qui protègent le mieux l'entreprise sont ceux qui sont à très forte traçabilité, sur lesquels on ne peut pas revenir sur la substitution de pièces. Euh, des clients font comme ils peuvent, hein, parfois, de rien à des file systems, à des file sharing. Parfois, ils utilisent la GED pour faire de l'archivage. Alors tout ça, ça a des mérites individuels, mais la vraie sécurité, c'est quand on confie ces documents qui font foi dans une chronologie à un système où on ne peut pas revenir sur la chronologie, où on ne peut pas substituer les documents et qui apporte un niveau de sécurisation qui est élevé. Ce niveau de sécurisation, il est d'ailleurs testé dans d'autres réglementations qui n'ont rien à voir avec la réforme de la facture électronique, comme NIS2 et puis DORA dans le système financier, hein, où la solidité, la capacité de résilience interne et externe doivent être testées, attestées, contrôlées, durcies pour que les entreprises résistent à des aléas très forts et avec les attaques, avec les erreurs informatiques, avec le contexte qu'on a sur la forte digitalisation de l'économie, eh bien, il faut s'assurer qu'on n'ait pas tous ses œufs dans le même panier, qu'on puisse être résilient, que le PCA, le plan de continuité d'activité, ou le PRA, le plan de reprise d'activité, puisse fonctionner le mieux possible. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que moi, c'est des questions qui me posent souvent, est-ce que tu peux nous expliquer si c'est quoi la norme NF 471 pour pouvoir, sur quoi se basent ces normes-là? Parce que c'est important, on met plein d'NF partout. Qu'est-ce que ça veut dire derrière, concrètement? Ouais, c'est une super question. Nous, on a bâti la construction de Strato, donc la salle des coffres qui est derrière moi, sur le cahier des charges de la NF 461. La NF 461, c'est une norme AFNOR, une norme française, donc NF c'est pour norme française. 461 c'est son numéro de numérotation de normes. Et c'est une norme un peu spéciale, c'est une norme hybride. Elle reprend la NF 42013 qui est la norme historique d'archivage à la française, et puis une norme internationale de l'ISO qui s'appelle la 14641, qui est la norme internationale d'archivistique de record management, hein, qui gère les durées de rétention des documents. Donc norme hybride qui propose deux types de certification. La certification interne, quand tu es une entreprise et que tu veux déployer un système d'archivage par toi-même et le faire revoir selon le cahier des charges de la NF 461, ou la deuxième certification, qui est la certification pour compte de tiers, donc tiers archiveur numérique à valeur probante. Et c'est ce qu'on a passé avec Strato, mais on est une douzaine d'entreprises en France à avoir cette certification, où l'objet social de notre société est d'archiver des pièces qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles de clients, et on va s'engager sur de très longues périodes à archiver avec intégrité, pérennité, confidentialité et conformité les documents confiés par des clients. Et pour cela, on va leur vendre une prestation qui donne lieu à un contrat qui lui-même respecte la certification, la norme, dans lequel il est prévu plein de choses, dont la réversibilité, dont des prix transparents, dont des documents paracontractuels comme la politique d'archivage, où on va détailler chaque type de flux et sa durée de rétention réglementaire ou légale, la qualité de l'extension, est-ce que c'est un PDF, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un Word, et combien de temps, bien sûr, on va l'archiver dans le système. Enfin, comme c'est une norme, elle donne lieu à une certification qui dure 3 ans, qui est vérifiée chaque année par un audit externe. Et selon les résultats de l'audit, tu as ou pas des non-conformités, mineures ou majeures, que tu traites. Et si tu n'es pas conforme, bah, tu peux avoir une suspension de ta norme. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment pas la médaille en chocolat, c'est un gros travail à mettre en place. Il faut qu'à la fois les hébergeurs, la solution logicielle, les process, la sécurité, enfin tout un tas la documentation, le niveau de documentation est élevé et qu'on ait tout ça en musique pour pouvoir attester de la parfaite sécurité des clients et des documents confiés par les clients sur, encore une fois, de longues périodes. Et c'est là où c'est important, c'est que
l'archivage, c'est pas comme le transactionnel. Le transactionnel, c'est très immédiat. L'archivage, une fois qu'on a versé l'archive, c'est le début de la vie de l'archive, quoi. Elle va être là pendant 3 ans fiscalement, ou 6 ans fiscalement, 10 ans pour certains documents de droit commercial, jusqu'à 50 ans pour des bulletins de paye. Donc, c'est des durées qui sont très élevées. Les entreprises qui essayent de faire ça en propre, elles ont intérêt d'avoir une DSI qui est très impliquée, qui a de la constance, qui investit régulièrement pour rénover, changer l'infrastructure logicielle. Quand vous faites appel à un opérateur de tiers archivage, Strato en est un, mais il y en a d'autres, c'est cet opérateur qui prend la responsabilité de faire évoluer régulièrement son outil industriel, son outil informatique, pour opérer avec la meilleure qualité de service, jusqu'à temps que son client résilie le contrat ou demande la purge de ses documents à la fin de la rétention. Et quand il résilie le contrat et qu'il demande la réversibilité, on lui doit le retour parfait de ces documents et des métadonnées qui sont autour des documents avant destruction sur nos serveurs. Voilà. Donc c'était un peu long comme pitch, parce que la norme est encore une fois une norme assez vaste. Et d'ailleurs, on attend de savoir, dans un contexte européen, comment elle sera transposée ou proche de EIDAS V2, la deuxième version de la norme EIDAS, dont la première version réglait surtout les signatures électroniques, et dans sa deuxième version règle notamment l'archivage électronique, mais pas que, le cachet serveur, l'identité, le wallet numérique, enfin tout un tas de choses qui sont faites pour nous sécuriser. Je pense que le temps des bisounours, du web très ouvert, non sécurisé ou peu sécurisé, où on pouvait être très anonyme et faire des jolies choses ou des moins jolies choses, va prendre fin dans pas très longtemps. On veut des transactions plus sûres, plus sécurisées, avec des gens identifiés, des gens qui ont le droit des choses, des gens qui ont le droit de signer des documents qu'ils signent, des entreprises qui soient clairement identifiées. Et tout ça, c'est dans un contexte sécuritaire, mais qui va bénéficier à l'ensemble des entreprises européennes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dedans? Parce que tu dis, il n'y en a qu'une douzaine d'entreprises en France qui travaillent. On connaît les gros du marché. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que les entreprises vont devoir être amenées à le faire, et pas pour des raisons réglementaires? Encore une fois, la réglementation, pour moi, ça reste quand même une contrainte, et aujourd'hui, on n'est plus, avec toutes les cyberattaques qu'on voit, hein, on n'attend pas que la réglementation nous aide là-dessus, on voit bien on est toujours en retard. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises auraient intérêt à mettre en place un coffre-fort à la banque, hein, quand on a beaucoup d'argent, quand on est un particulier, qu'on a des belles montres ou qu'on a des choses, on met en place un coffre-fort, on ne se pose pas la question. Pourquoi aujourd'hui les entreprises ne le font pas avec leurs documents qui, pour moi, leurs documents, c'est les lingots d'or, en fait, hein. C'est des lingots d'or. Il y a plusieurs questions dans ta question. Là, je ne suis pas docteur en sociologie, je ne sais pas pourquoi des secrétaires généraux, des directeurs généraux, des DAF prennent encore le risque de ne pas gérer correctement, de façon urbanisée et sécurisée, les documents de leur entreprise, les documents que l'entreprise reçoit, les documents que l'entreprise génère et les documents que l'entreprise envoie en dehors de ses murs. Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'il y a un manque de culture informatique digitale dans les comités de direction, et qu'on attend d'avoir un vrai problème et d'être vraiment au pied du mur ou dans la difficulté pour comprendre qu'il y avait des possibilités on attend d'avoir souffert ou de souffrir pour se prémunir. Pour moi, il est absolument essentiel. Toutes les entreprises ont des obligations pour elles-mêmes et pour la collectivité de protéger leur activité, de protéger leurs documents, et elles ont même des durées réglementaires ou légales à faire appliquer. Il y a extrêmement peu de contrôle sur le respect de ces normes, de ces exigences réglementaires ou légales, et il y a très peu de sanctions. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi les entreprises
ne cherche pas à se protéger là-dessus. Mais combien même il n'y aurait pas de sanction, est-ce que la plus grosse sanction, ce n'est pas le risque pris pour la survie de la société si tu perds tous tes documents qui font foi? Si tu ne peux plus répondre à un client, si tu ne sais plus si tu l'as payé, si tu dois le payer un fournisseur, en combien de temps tu valides une facture, en combien de temps, si tu perds tous tes contrats, ou pire, tu n'as pas récupéré tes contrats signés en DocuSign ou en whatever sign, et que tu as passé le temps pour aller les downloader, bah, c'est quand même dramatique d'avoir des engagements pris avec un tiers et de ne pas savoir les retrouver. C'est pour ça que moi, depuis 20 ans, je fais des systèmes de gestion électronique de documents. Je pense que c'est très utile pour les entreprises et ça urbanise leur process, leur façon de vivre et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'au final, si on gratte un peu, la plupart des entreprises ont un gain avec la GED, mais toutes les entreprises ont un gain avec l'archivage. L'archivage, c'est sécuriser le passé, c'est sécuriser ce qui fait foi, c'est sécuriser les documents d'une entreprise et son exposition vis-à-vis de ses tiers. Ces tiers pouvant être ses salariés, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires. Et c'est absolument vital pour moi de faire de façon la plus urbanisée, la plus automatisée, la plus sûre possible une conservation documentaire à la meilleure norme. Et donc, du coup, pour terminer ma réponse là-dessus, moi, j'avais un rêve, ce qui était de donner un niveau, de mutualiser un niveau top, top, top d'archivage et de le rendre accessible, notamment par les API, à des tailles de structures qui ne pouvaient pas se le permettre, comme les PME, comme certaines ETI. Bien sûr, le CAC 40 peut investir chez des outsourceurs ou dans des solutions internes de très bonnes factures. Mais quand on regarde un peu en dessous, eh bien, des filiales de grands groupes, des ETI, des grosses PME n'ont pas ni la connaissance, ni l'investissement, ni la constance dans le temps de sécuriser une solution d'archivage en propre, on-prem, chez eux directement. Donc du coup, avoir une possibilité d'externaliser cela à un opérateur, comme on a un opérateur qui fournit l'eau, le gaz, l'électricité, les télécoms, eh ben, il fournit la sécurité de l'archivage des documents. Et donc c'est, pour reprendre ton analogie, c'est pas tout à fait le coffre-fort qu'on met chez soi, c'est plutôt le petit coffre-fort qu'on va utiliser dans une salle des coffres dans une agence bancaire. Vous bénéficiez de la sécurité, de la propreté, de l'électricité à l'intérieur, voilà, et de la confidentialité de ce que vous mettez dans le coffre. Et ben, c'est la même chose pour l'outsourceur, l'externalisateur, le tiers archiveur numérique. Il va consacrer des moyens mutualisés, hyper efficaces en Green IT, parce que très mutualisés en fait, pour vous assurer une prestation. Et c'est un transfert de responsabilité, c'est un transfert de compétences, mais à votre service. Voilà. Bah, super. Bah, c'est un peu plus clair. Je pense que ça va répondre à beaucoup des questions qu'on pose. C'est un monde pas si simple à expliquer, avec beaucoup de termes techniques, mais l'analogie de la banque, moi je l'aime bien. Est-ce que on souhaite avoir un coffre-fort? Est-ce que déjà quand on a à la maison des choses de valeur, est-ce qu'on les laisse comme ça et qu'on laisse la porte ouverte, hein, voilà, et avec le risque de se faire cambrioler? Est-ce qu'on met en plus un coffre-fort à l'intérieur et qu'on a la capacité d'avoir un coffre-fort? Ça, c'est quand on a un SAE interne, et quand on n'a pas les moyens d'eux, parce que ça coûte pas c'est pas forcément simple de le construire, on va vers un tiers archiveur qui nous propose cette prestation. Comme à la banque, on va déposer ces objets de valeur et on les laisse pas à la maison. C'est bon, c'est un peu ça, hein, si je résume bien. C'est totalement ça. Et globalement, encore une fois, hein, je ne dis pas que dans le cadre de la réforme électronique, vous êtes obligé d'avoir un SAE. Je dis juste que c'est un choix raisonnable, raisonné. Ça coûte pas très cher. Et ça permet vraiment de sécuriser non seulement les documents de la facture électronique, les factures fournisseurs, les factures clients, mais aussi tous les autres types de documents de l'entreprise, en faisant respecter les durées de rétention réglementaires ou légales et en apportant une sécurité, une cybersécurité informatique au top.
Donc les enjeux, ils sont pas monoblocs, ils sont pas monofacettes. Les enjeux, ils touchent plusieurs domaines de la résilience, de la pérennité de l'activité de l'entreprise. Moi, franchement, mon téléphone devrait sonner tous les jours par des secrétaires généraux, des directeurs généraux, des directeurs des opérations qui ont localiser, identifier un problème de continuité d'activité lié à la perte éventuelle des documents et qui voudrait se débarrasser de ce problème potentiel en faisant appel à un externaliseur conforme. Voilà. Ok, donc c'est clair. Donc la piste d'audit fiable, elle est respectée aussi avec en archivant Conséquence les. logique Ouais, du cahier ouais, des charges du c'est SAE, ça. Ouais. c'est la piste d'audit fiable est constituée à la fois des informations de l'ERP et des informations contenues dans Ouais. le SAE. D'ailleurs, les deux sont liés et le contrôleur peut d'un coup d'un seul, en faisant les mêmes requêtes, valider la véracité entre l'information présente dans le SAE et l'information présente dans le l'ERP. Et c'est comme ça qu'il dissipe son doute ou qu'il diligente plus exactement sa recherche. Quand il voit qu'il retrouve les documents sur son scope d'étude, bah, il passe à autre chose. Il n'a pas de doute fort là-dessus. C'est quand il arrive et qu'il dit bonjour, c'est un contrôle TVA, montrez-moi tel scope d'études sur tel type de fournisseur, tel type de client, et que vous n'êtes pas capable de répondre, que là, il s'installe chez vous et il demande plus de choses. Ah, c'est sûr. C'est sûr que là, ça peut aller plus loin. Euh, et je crois que de mémoire, je me souviens quand je travaillais pour ce grand groupe pharmaceutique, le contrôle interne était beaucoup, beaucoup plus, comment dire, chiant, excuse-moi le terme, mais que le CAC, parce qu'on arrivait à fournir absolument tout ce qui était demandé et on n'était pas trop ennuyé. Et je crois que de souvenir, ça se passait assez vite avec les commissaires aux comptes. Mais tu Donc, vois, ouais, cette maturité CAC 40, tous les CAC 40 à l'époque ne l'avaient pas. ouais, Maintenant, beaucoup de chemin a été parcouru. Maintenant, il faut que ça descende sur des entreprises qui ouais. n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas les mêmes moyens humains, qui n'ont pas les mêmes moyens informatiques et qui n'ont, entre guillemets, pas beaucoup de choix que de faire confiance à des prestataires, mais en sélectionnant bien les prestataires. Encore une fois, je ne suis pas du tout le seul à pouvoir rendre ce service. Il y a des prestataires de très grand talent. Vous pouvez, les yeux fermés, avoir confiance dans tous ceux qui sont certifiés NF 461. Après, bien sûr, je vous inciterai à venir voir notre offre. Mais globalement, tous les certifiés respectent un cahier des charges exigeant et sont vérifiés régulièrement. Donc, juste pour comprendre, en moyenne, parce que ça va revenir, hein, c'est quoi le coût d'archivage enfin, en termes de volume? Ça coûte combien une entreprise versus le risque? Parce que c'est ce que j'aime rappeler aussi. Combien ça coûte d'archiver ces documents importants versus le risque qu'on a en cas de litige, en cas de perte, en cas d'amende, etc. Alors, Aujourd'hui, je peux pas chiffrer le risque non, de mais perte. bien sûr, Il c'est est à moi de. incommensurable dans certains cas. Mais par contre, combien ça coûte d'archiver des documents? Bah, grosso modo, chez nous, bon, c'est quasi un prix public, donc il n'y a pas de secret. Archiver tout type de document, c'est à peu près 50 centimes le document pour 10 ans à valeur probante. Et les factures fournisseurs, c'est un peu plus cher parce que pour l'instant, on a les coûts d'OCR. Un des gains qu'on aura avec la facture électronique, c'est qu'on aura l'XML directement exploitable sans avoir à payer les coûts d'OCR. Donc, dans les faits, tangentiellement, on convergera vers le coût normal d'archivage d'un document. Après, dans certains cas, on fait des études un peu plus poussées quand on a des millions ou des dizaines de millions de documents à archiver et on a des tarifications qui ne sont pas à l'avance, mais qui sont de mois en mois où on répercute plus finement le coût du stockage. Et dans ce cas-là, bah, c'est des devis spécifiques. Mais globalement, ça coûte pas très cher, ça coûte moins cher qu'un timbre, et tu sécurises pendant 10 ans des documents. Donc, ça a une grande valeur, quoi, en fait. Ouais, oui, bien sûr. Donc c'est le prix de la sécurité. C'est 50 centimes. Voilà. Je le dis, j'aime bien dire c'est 50 centimes. Donc, Pour 10 ans. alors, oui, oui, pour 10 ans. Et donc, sur l'échelle de 10 ans, ça revient à combien par an? 50 centimes, ça fait 5 centimes par an. 5 centimes par an.
Voilà, 5 centimes par an pour archiver des documents, ce qui représente aujourd'hui, je crois que 5 centimes, c'est quand même pas grand-chose pour une entreprise, pour pouvoir, imaginons 5 centimes sur un contrat je sais pas, de 30, 40, 50 000 euros. Qu'est-ce que ça représente? Je crois que bon, on va pas faire Non, mais le on est sur pourcentage, mais des épaisseurs de voilà. trait, hein. Globalement, pour le service rendu. Après, c'est comme l'assurance. Si tu conduis 10 ans sans assurance et que tu n'as pas d'accident, bah, tu as perdu, enfin, t'as gagné ta vie. Enfin, Mais si tu as un accident, tu as tout perdu, quoi. Donc, enfin, voilà. l'assurance est quand même obligatoire en France, en tout Ouais. cas, voilà. Mais oui, non, mais c'est important. Je sais qu'il y a dans d'autres pays, ça ne l'est pas. J'ai passé quelque temps en Australie. Alors, c'est différent, par exemple, l'assurance, il n'assure que la responsabilité civile, donc si on tue quelqu'un, en gros. Et en cas de dommage, on reçoit des très lourdes factures parce qu'en fait, c'est pas obligatoire. Donc si on a un accident et qu'on abîme une Ferrari, là, on peut payer très cher. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour terminer là-dessus, le coût, si on revient sur le coût au document, par an, il est quand même ridicule. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la non-connaissance de ce que c'est, de la non prise en compte en fait de l'intérêt de sécuriser ces documents. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui croient qu'en ayant une GED, ça suffit. Voilà. Moi, je m'en fiche, archivage ou pas archivage, mais je dis simplement que si un système est suffisamment tolérant pour permettre d'effacer un document ou de substituer un document à un autre, c'est pas ce qu'il faut. Le système d'archivage, tu le payes parce que la même archive déposée deux fois, c'est deux archives. On est Parce que d'accord? le timing de dépôt et qui l'a déposé compte autant que la Euh, protection du document et bah, le fait que personne ne peut l'effacer. bah, Et mine bah, de rien, le nombre de fois où j'ai vu des stagiaires ou des directeurs généraux qui effaçaient par mégarde des collections documentaires dans la GED, c'est arrivé des centaines de fois. Donc, alors tu peux toujours, quand tu t'en aperçois, avoir recours au backup, au restore pour rattraper des documents dans la corbeille. Mais globalement, dans un SAE, ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs une des principales fonctions du SAE, c'est système d'archivage électronique, c'est de ne pas pouvoir effacer le document. Et ça, c'est une grande protection. ouais. Non, mais c'est plus clair. Je pense que on t'aura répondu à beaucoup de questions. Et pour en revenir juste à la piste d'audit fiable, parce que c'était le sujet de base, hein, on y reprend avec un SAE, on y répond avec un peu plus de process dans les entreprises, mettre en place des process, qui fait quoi, qui a le droit de faire, voilà, c'est hyper important. Et pour ceux encore qui vont ressortir, comme j'ai pu voir cette semaine, le BOFIP qui dit que c'est pas obligatoire pour la débat fiscale ou les factures certifiées, signées, etc. Je dis ça va au-delà de ça. Euh, je ne suis pas sûre que la loi, l'administration fiscale, la loi en général, soit faite pour protéger les entreprises, mais elle est surtout là pour protéger l'État et récupérer les La TVA. éléments pour l'État. Voilà, exactement. Donc, voyons la part des choses. L'État, dans certains cas, accepte qu'il n'y ait pas de piste d'audit fiable parce qu'il considère que tous les éléments sont là pour qu'il puisse récupérer la TVA, identifier que la TVA est à payer ou pas. Par contre, ça ne répond pas à l'objectif de sécurisation d'une entreprise. Donc au-delà de ça, et on est là aujourd'hui tous, pas pour répondre à des obligations réglementaires pour payer la TVA ou non, mais pour faire en sorte d'être plus opérationnel, d'avoir moins de risques et d'avoir une entreprise qui va être pérenne dans le temps. Exactement. Voilà. Merci Bah, Myriam pour bah, merci. cet échange. Puis, bah, n'hésitez pas, si au-delà de cet échange, vous avez besoin de creuser un point où il y a des choses qui ne vous paraissaient pas claires, n'hésitez pas à vous adresser à Myriam ou à moi. On sera ravis de répondre à vos questions. Bah, merci Marc et à bientôt. À bientôt.